People take pictures of the summer, just in case someone thought they had missed it, and to prove that it really existed. Others take pictures of the... Salut Franck, ça va? Bonjour. Alors explique-nous ce qui s'est passé depuis ta sortie de l'ESTL, d'ailleurs de quelle promo tu viens? Alors je suis sorti en promotion 95. Donc, ensuite j'ai effectué une thèse en chimie organique et macromoléculaire donc, à l'université de Lille 1. J'étais dans le laboratoire du professeur Mortreux en catalyse homogène hétérogène. Donc ça a duré 3 ans, de 95 à 98. Et ensuite j'ai effectué une coopération au Japon avec la compagnie Elf Aquitaine pendant 18 mois, un peu moins de 2 ans. Donc j'étais basé dans leur centre de recherche de Kyoto. Et là-bas j'effectuais des recherches sur différents sujets, mais notamment des nouveaux types de batteries que vous trouvez maintenant dans vos téléphones portables et ordinateurs portables. Donc je suis rentré en France en 2000 et là j'ai été embauché par la compagnie Elfa Token, donc suite à mon doctorat et à la coopération au Japon. J'ai d'abord travaillé comme responsable ingénieur de développement, business development, en les matières plastiques, techniques de la compagnie Elf. Donc, ce sont des polyamides qui servent essentiellement dans les applications automobiles, sport, chaussures de sport, mais également revêtement sur les métaux. Et puis, donc j'ai travaillé en Normandie, au sud de Rouen, là où était l'unité de production, puis au siège à Paris. Donc c'était un poste technique, mais en relation avec les clients, où je faisais le lien entre la recherche et nos clients, donc pour développer de nouvelles applications et répondre aux besoins des clients. Donc j'ai travaillé dans ce domaine jusqu'en 2003 et puis là on m'a demandé de prendre un poste similaire mais aux États-Unis. Donc je suis parti avec mon épouse et puis on est parti aux États-Unis, donc à Philadelphie, au siège de la compagnie aux États-Unis. Et là de nouveau je faisais du développement technique pour l'industrie automobile, donc toujours pour la compagnie Elf, qui était devenue, entre-temps, elle a été rachetée par Total. Et donc, là, je me déplaçais énormément pour l'industrie automobile à Détroit et également avec les constructeurs japonais, donc au Japon. À cette période-là, j'ai repris des études. De 2005 à 2007, j'ai repris des études en business. Donc j'ai fait un MBA aux États-Unis, à l'université de Pennsylvanie, UPenn, la Business School Wharton. Donc c'est un programme qui durait 2 ans, c'était en plus du travail. Donc c'était une période assez chargée de ma vie où j'avais un travail à 100% et en plus des études à accomplir sur les week-ends et le soir. Donc c'était un programme, ce qu'on appelle exécutif, donc qui était ouvert aux personnes qui étaient déjà en fonction. Et donc ça a été une grosse contribution personnelle, mais également de la famille, pour me permettre de réaliser ce programme. Et donc j'ai été gradué en 2007. Et suite à ce nouveau diplôme donc, de MBA, j'ai trouvé un poste au Canada, à Montréal, pour la compagnie Alcan, donc Aluminium of Canada. Donc c'était la compagnie qui avait racheté Péchinet en France. Et donc j'ai travaillé pour eux. C'est
toujours cette compagnie pour laquelle je travaille, mais entre-temps cette compagnie a été rachetée par un groupe minier qui s'appelle Rio Tinto, qui est une grosse compagnie minière, c'est la deuxième compagnie minière au monde, une compagnie anglo-australienne. Et donc je suis maintenant basé à Londres, donc au Royaume-Uni, et depuis août 2011. Et donc j'occupe maintenant un poste financier à la trésorerie du groupe Rio Tinto, et je suis directeur des risques, management des risques financiers pour le groupe. Et auparavant au Canada, je m'occupais également de la gestion des risques financiers, mais également tout ce qui était financement de projets dans les pays, notamment les pays émergents. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se cache un peu plus concrètement derrière le terme d'évaluation des risques financiers? Est-ce que tu as quelques exemples concrets aussi pour illustrer? Alors la gestion des risques, bon, alors pour un groupe, notamment les multinationales, donc où on est exposé à beaucoup de... On a des expositions à peu près dans tous les pays du monde, et notamment comme un groupe minier où nous produisons des commodités. Donc le groupe est très sensible au prix des matières premières que l'on produit, donc essentiellement l'aluminium, le fer, le cuivre, et donc, le plus grand risque financier pour nous reste donc sur le prix de ces matières premières, mais ensuite le fait d'opérer dans différentes géographies, l'Australie, le Canada, le Chili. Vous avez également des risques financiers qui viennent des taux de change, donc avec des coûts de production qui vont varier en fonction des taux de change. Donc mon rôle, c'est de pouvoir quantifier d'abord ces risques pour le groupe. Donc quel est l'impact financier de l'ensemble de ces risques financiers, et puis ensuite mettre en place des stratégies pour limiter l'impact sur les résultats financiers du groupe et s'assurer que la bonne santé financière, et notamment éviter les pertes trop importantes liées à la fluctuation de ces paramètres de risque. Donc mon rôle, c'est essentiellement d'analyser ces risques et puis mettre en place des stratégies de management pour limiter les pertes. Et il y a tout un pan de ton travail qui concerne des aspects un peu plus techniques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, effectivement, une autre activité dont je m'occupe, c'est le financement de gros projets dans les pays émergents. Donc, le groupe se développe beaucoup en Afrique ou en Asie. Mon rôle dans ce cas-là est de trouver des financements pour ce type de projet. Donc ça oblige à travailler à la fois bien sûr avec des institutions bancaires, mais également avec des organisations internationales qui vont être la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et les branches commerciales de ces institutions. Et peut-être donc pour nos élèves ingénieurs aussi, ce qui est important, et des métiers que je ne connaissais pas et que j'ai découvert au contact de ces institutions, et donc du financement de gros projets d'infrastructures notamment. Ça peut être des ports en eau profonde pour exporter les matières premières, ça va être des infrastructures bien sûr routières, des infrastructures ferroviaires, donc dans des pays difficiles. Donc chaque projet, et donc notamment les institutions financières, font appel, soit en interne avec des ingénieurs en interne, ou également des compagnies d'ingénierie, pour effectuer ce qu'on appelle en anglais engineering due diligence. Donc c'est vraiment s'assurer de la validité technique des projets d'investissement, s'assurer que techniquement la technologie est au point, que les investissements dans lesquels les prêteurs bancaires vont rentrer techniquement sont validés. Et donc c'est, je pense, pour des ingénieurs, un potentiel de débouché qui pour moi était inconnu jusqu'à peu de temps.
Alors ça fait maintenant quelques années que tu travailles, donc tu as une expérience et un peu de recul sur ta carrière. Et d'une manière générale, quel trait de caractère, quelles compétences il faut développer pour le poste technico-commercial que tu as fait au début, et ensuite là maintenant dans tout ce qui est financier. Alors bon, je vais paraître pour un vieux routard, mais je suis encore en milieu de carrière, j'ai encore, je pense, pas mal d'années devant moi. Et moi, je pense qu'en début de carrière, ce qui est important, et ce que m'a apporté l'école de chimie, donc par la formation d'ingénieur, c'est quand même des compétences techniques. Donc qui, généralement, au début de carrière, quand vous rentrez dans une entreprise, dans l'industrie, c'est avant tout ce qu'un employeur va regarder, c'est trouver quelqu'un avec une tête relativement bien faite et qui va pouvoir résoudre certains problèmes. Donc vous allez pouvoir asseoir vraiment vos compétences techniques vont primer sur votre travail. Et puis plus votre carrière va évoluer, donc à un moment vous allez devoir gérer des équipes. Et là, ce qui va prendre de plus en plus de poids et de temps également, ça va être la gestion de vos équipes et donc management des personnes. Donc c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe. Donc ça c'est, je pense que, et donc l'aspect technique petit à petit, même s'il reste un peu le cœur auquel vous pouvez faire référence tout au long de votre carrière, c'est toujours important, je pense, de continuer à se développer techniquement, apprendre des nouvelles choses, développer sa curiosité, toujours être un peu à l'écoute de ce qui se fait, mais petit à petit, justement, les aspects business, financiers, économiques et après gestion du personnel vont prendre aussi de plus en plus de poids et d'importance, et c'est également très important parce que je pense une des caractéristiques du monde actuel, c'est à la fois, et ce qu'on demande à un ingénieur, ça va être de l'autonomie, donc assez rapidement pouvoir comprendre un problème, le résoudre, mais également pouvoir travailler en équipe, bien sûr. Alors des fois avec des équipes qui vont être, comme dans le cas des multinationales, j'ai dû travailler avec des équipes qui étaient des équipes de recherche qui étaient basées en France, moi j'étais basé aux États-Unis. Maintenant dans mon nouveau métier, on travaille sur 3 fuseaux horaires en même temps, donc l'Australie, l'Angleterre et le Canada. Donc tout ça, ce sont des choses avec une nouvelle technologie qui sont bien plus faciles à mettre en place, mais qui demandent donc à pouvoir coordonner des actions et travailler en équipe avec des différences multiculturelles qui viennent s'ajouter également aux défauts, difficultés de communication juste du point de vue fuseau horaire. Donc oui, je pense que les compétences, c'est vraiment rester curieux, chercher toujours à se développer et puis à rester au fait de ce qui se passe dans le monde actuel qui change très très vite. Quand tu parlais justement il y a quelques instants de la problématique multiculturelle, tu as travaillé un peu en France, tu as travaillé au Japon, tu as travaillé en Amérique du Nord. Est-ce que tu as constaté des différences de mentalité, des différences au niveau de l'organisation du travail? Alors oui, effectivement, dans ces différentes expériences, et puis côtoyant des collègues avec diverses origines et différentes méthodes de travail, on constate effectivement des zones géographiques à l'autre, des changements. Donc ça vous demande la possibilité à la personne de s'adapter à ce nouvel environnement et à comprendre également le point de vue souvent de vos interlocuteurs, ce qui est parfois un peu, qui demande du temps et qui s'apprend également, du moins. Donc, quelques exemples. L'expérience au Japon, moi ce que j'en ai retiré, c'est la force du travail d'équipe, justement. Je pense que les méthodes de travail japonaises, qui sont bien sûr mondialement connues, développées par Toyota, notamment dans l'industrie automobile, résolution de problèmes, montrent la force de pouvoir, à se mettre à plusieurs, résoudre un problème et puis trouver une solution optimale. Donc je pense que ça, l'industrie japonaise et donc
Les Japonais travaillent très très bien en équipe et c'est vraiment une force qui décuple les possibilités de trouver une solution. En Amérique du Nord, il y a un aspect qui était, que j'ai trouvé assez différent de ce que j'avais connu parfois en Europe, donc notamment sur les prises de décision. En Europe, on a un aspect souvent, peut-être encore plus en France qu'ailleurs, avec justement le esprit cartésien, et surtout pour les ingénieurs, c'est la volonté de faire beaucoup d'analyses, donc un esprit analytique assez fort, avant de prendre une décision, avoir le maximum d'informations, et vraiment faire beaucoup d'analyses. Alors ce qui est, à mon avis, très important, et ce qui permet des fois d'éliminer des mauvaises pistes. En Amérique du Nord, ce que j'ai constaté, c'est souvent la prise de décision était plus rapide, beaucoup moins d'analyse, parfois pas du tout d'analyse, ce qui peut poser d'autres problèmes. Mais inversement, une plus grande flexibilité à éventuellement changer de cap si on s'aperçoit que la direction prise n'était pas forcément la bonne ou la meilleure. Il n'y a pas de problème de devoir changer et même de faire un virage à 180 degrés par rapport à la décision qui avait été prise. Alors qu'en Europe, on a parfois l'impression, soit le manque d'information et le désir d'analyse d'essayer d'avoir plus de précision, soit des fois bloque la décision, donc la décision tarde à être prise, ou inversement, une fois que la décision a été prise, un peu comme un tanker qu'on a du mal à faire virer de cap, on cherche, comme l'analyse a été tellement poussée, on se dit forcément ça doit être la bonne solution au problème, et on continue et sans pouvoir vraiment se remettre en cause. Donc il y a des différences effectivement de travail. Bon, après il y a des différences plus aussi culturelles, mais aussi d'organisation du travail. Et donc ce que je recommande pour les personnes qui vont travailler à l'étranger, et j'ai eu la chance de pouvoir déjà aller dans différents pays, mais également avoir des formations interculturelles. Mes employeurs, généralement, dans chaque pays où j'ai travaillé, organisaient une formation interculturelle. Donc pour moi et souvent avec également ma famille ou mon épouse, pour s'adapter au pays, comprendre les règles. Et puis également, alors, il y avait l'aspect purement pratique de la vie au quotidien, trouver ses repères. Mais il y avait un aspect aussi lié au travail et donc comment comprendre un peu mieux vos interlocuteurs, sachant qu'ils ont une formation différente, un référentiel de valeurs qui peut être différent. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très importantes à prendre en compte. Et d'autant plus maintenant où effectivement les nouvelles technologies vont vous amener à travailler avec des collègues à l'autre bout de la Terre, sans physiquement forcément être l'un à côté de l'autre, mais il va falloir pouvoir échanger et comprendre leur point de vue. J'ai passé beaucoup de temps à l'étranger. Qu'est-ce qui m'a manqué ou qu'est-ce qui me manque de la France? Bon, je pense pour beaucoup d'expatriés, ça va être plutôt la famille, donc l'éloignement géographique et également les difficultés des fois de communication avec les différences horaires avec la famille, surtout des fois quand il y a des événements un peu difficiles. Donc ça c'est le côté un peu délicat parfois à gérer, d'être physiquement éloigné de la famille. Bon, inversement, je pense que ce que m'a apporté les expériences à l'international, c'est un enrichissement pas financier, mais vraiment personnel, d'un point de vue la rencontre de nouvelles personnes, nouvelles cultures, bien sûr améliorer la connaissance des langues, les voyages également, bien sûr. À l'étranger, vous avez la possibilité de découvrir des choses incroyables. Et puis, je reviendrai sur un des points que j'avais déjà mentionné, mais je pense justement cette ouverture d'esprit, ça aussi va développer votre curiosité. Vous allez découvrir tous les jours des choses qui vont vous surprendre à l'étranger. Je
pense que le Japon, pour moi, je pense que c'est vraiment un pays, on le lit souvent, mais vous pouvez vivre 20 ans au Japon et être surpris tous les jours par quelque chose qui va être des fois anodin, mais qui va vous surprendre. Donc, moi, j'ai trouvé ça, c'était vraiment un pays passionnant. Mais pareil pour l'Amérique du Nord, les États-Unis, sur notamment l'aspect, notamment, je sais pas, les Américains ont des valeurs que parfois peut-être en Europe on a un peu perdu, mais l'esprit communautaire, donc, que j'ai trouvé formidable aux États-Unis. Vraiment la solidarité s'effectue entre les gens, et puis notamment leur implication, soit dans des associations ou pour leur famille. Quasiment tous les pères de famille sont coachs de leurs enfants dans un sport, donc ou dans des événements, et donc ils prennent le temps de passer du temps pour les autres, ce qui est peut-être un peu contradictoire parfois avec l'image qu'on peut avoir des États-Unis ou des Américains en général en Europe. Et moi, j'ai trouvé que des bonnes valeurs et surtout un esprit communautaire que j'ai découvert aux États-Unis. Voilà, je vous remercie et puis je vous souhaite bon courage pour la fin des études, pour les étudiants de l'école, et puis on espère que vous ferez de belles carrières à l'étranger.